Ok, donc on va commencer l'entretien. Bonjour. Bonjour. Donc Henri, je vais faire cet entretien avec toi. Yay. Donc pour commencer, la première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi tu as choisi donc, ce métier. Donc pour rappel, donc tu es enseignant FLE, Exactement. voilà. Donc pourquoi as-tu choisi ce métier? Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît pas dans ce métier-là? Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier? J'ai eu un parcours un peu difficile, enfin un peu difficile, un peu mouvementé, on va dire. À la base, j'ai eu un bac S, Mhm. avec mention quand même. Mais j'ai eu un bac S et je m'étais beaucoup intéressé à la physique, etc. Et à partir de là, je suis parti en informatique Mhm. et j'ai fait un DUT informatique. Je l'ai validé, il est encadré dans ma chambre. Félicitations. Et, euh, et après, j'ai décidé de me réorienter. Donc, j'ai fait un stage en Espagne et j'ai vraiment aimé le contact avec les cultures, etc. Parce que quand on est en Erasmus, etc., on rencontre vraiment Mhm. des gens de partout. Ouais. Enfin, tu sais ce que c'est. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Mhm. Et j'ai décidé donc de me réorienter, de faire autre chose. Et je voulais déjà faire des langues à la base. Donc, j'avais commencé à apprendre le russe, un peu de chinois, etc. Et j'ai décidé en fait de faire sciences du langage parce que ça me permettait, dans une certaine mesure, d'englober un peu tout ce que je voulais et de découvrir un peu mieux comment fonctionne le langage qui m'intéressait plutôt pas mal à cette époque, sans vraiment avoir d'idée de FLE derrière ou quoi que ce Mhm. soit. Pour le moment, je savais même pas que ça existait en fait. Enfin, on s'en doute un peu, mais c'était pas un truc qui m'intéressait particulièrement. Mhm. Et j'ai fait du japonais, donc à la fac, du russe, etc. J'ai fait plein de langues, etc. Et arrivé en L2, j'ai appris qu'il y avait une option FLE en troisième année qui permettait de devenir prof de FLE. Et c'est vrai que j'avais réfléchi à mon avenir professionnel, etc. C'était assez compliqué de se dire, bon, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec une Mhm. licence en sciences du langage. Donc j'ai décidé de m'ouvrir le maximum de portes. Donc j'ai pris l'option TAL, traitement automatique du langage, Mhm. aussi, qui me permettait de mélanger l'informatique et la linguistique pour voir un peu ce que ça faisait. Ça m'a pas plu. Et d'autre part, j'ai pris l'option FLE pour pouvoir postuler un master FLE au cas où, parce que il y avait besoin de l'option FLE, elle est absolument obligatoire pour entrer en master. Ouais. Et finalement, ça m'a beaucoup plu en fait. Mhm. J'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de trucs, etc. Et je suis mordu de correction phonétique, etc. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, parce que c'est un aspect très pratique et ça marche du tonnerre. Mhm. Donc voilà, donc à partir de là, ben, j'ai postulé en master et j'ai continué jusqu'à la fin. Donc j'ai fait divers stages, etc. Donc ça se passe plutôt bien dans D'accord. l'ensemble. Du coup, ce qui t'a plu dans ce qui te plaît vraiment dans ce métier, donc c'est vraiment avoir un accès aux langues et voir d'autres cultures, etc. C'est ce qui te plaît Ben, vraiment. dans un sens, oui, c'est qu'on rencontre des gens de partout, etc. Et Mhm. c'est aussi, d'autre part, un moyen de voyager. Mhm. Puisque quand on est prof de FLE, on est amené à partir un peu dans le monde entier. Donc j'ai pas encore vraiment eu d'opportunité de partir à l'étranger, etc. Mais prochainement, ça pourrait arriver. Mhm. Et c'est quelque chose qui, enfin, pour avoir travaillé et donné des cours auprès de gens de différents pays, etc., on se rend compte en fait de la diversité culturelle dans le monde, etc. Et réussir à leur faire parler français, à enrichir leur quotidien, parce que quand ils viennent en France, qu'ils ne parlent pas forcément français, et qu'ils s'améliorent chaque jour grâce aux cours qu'on leur donne nous, Mhm. ils ont quand même ils ont une reconnaissance envers nous, entre guillemets, mais on se sent utile en fait. Ouais. Nous, en tant que prof, on se sent très utile parce que nous, on n'est pas là pour leur enseigner le français, parce que, surtout quand ils sont en France, parce que quand ils sont en France, ils apprennent tout le temps en fait. Mhm. Nous, on est là, on est un facilitateur de l'apprentissage. Mhm. Donc on n'est pas vraiment là pour leur dire, ah ben tiens, t'apprends ta liste de vocabulaire, etc. Quelqu'un qui va faire ses courses Mhm. dans un supermarché en France va avoir du français partout. Mhm. Je vois, donc Nous, t'accompagnes. nous on est là, en fait on accompagne, c'est ça, on accompagne l'apprentissage. D'accord. Et si tu dois dire un inconvénient, quelque chose que t'aimes pas dans ce métier, avec l'expérience que Hum, tu as, L'instabilité. instabilité donc de la situation professionnelle, Ouais, d'accord. l'instabilité parce qu'on est mené à avoir des contrats courts, etc. en fonction de là où on travaille. Mhm. En général, on travaille surtout l'été.
Si les gens viennent en France en été pour apprendre le français, etc. Donc c'est surtout là, on peut avoir des CDD, etc. Mais il y a des... comment on dit? Après, vraiment avoir un contrat, un temps plein directement dans une seule école ou quoi, c'est quelque chose qui est très 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 compliqué. Donc en général, les gens cumulent plusieurs contrats dans dans différentes écoles, dans différentes institutions en fait. D'accord. C'est vrai que ça peut être un problème Mm. pour ce genre de métier. Quelles compétences tu penses qui sont nécessaires pour exercer ce métier de FLE? Les compétences, mais déjà, faut être ouvert d'esprit, c'est super important. Comme on rencontre des gens de partout, c'est vraiment capital de pouvoir cerner les différences qu'il y a entre nous sans juger la personne en face de nous, justement. C'est quand même essentiel. Euh, une deuxième chose serait la créativité, je pense. Il faut toujours arriver à créer quelque chose de nouveau, à attirer l'attention des apprenants, etc. C'est quelque chose qui est vraiment super, super important. C'est dommage de voir des gens qui recyclent toujours les mêmes cours, etc. Enfin, on a tous vécu ça, le cours qui est recyclé, etc. Partir du même vieux manuel, etc. Donc c'est pas très très rigolo. À partir du moment où on est dans une institution où on est un peu libre, on peut profiter de tous les sujets d'actualité pour élaborer un cours nouveau, etc. Toujours en gardant l'objectif linguistique en priorité. Mais on peut parler de plein de choses différentes pour aborder les mêmes points. Donc c'est quand même dommage de s'en priver. Donc la créativité pour attirer l'attention des apprenants et pour garder la motivation en fait. Bah oui, surtout que c'est quand même dommage de voir que les gens, je parle pas forcément enfin, dans certains cadres, les apprenants payent une somme assez colossale pour avoir des cours de qualité, etc. Donc il y a des institutions où parfois ils n'arrivent pas à passer le niveau, etc. C'est quand même dommage de devoir leur refaire faire exactement la même chose à chaque fois. Moi je trouve ça un peu triste. C'est vrai. Donc c'est pour ça c'est mieux de diversifier tout en gardant les mêmes objectifs linguistiques. On peut toujours arriver à parler d'autres choses, etc. Faire découvrir des choses nouvelles et toujours répondre aussi aux questions des apprenants qui posent des questions des fois un peu en dehors. Mais, Ouais, donc pouvoir continuer avec, donc, les propositions des apprenants. Oui. D'accord, donc on a donc comme tu dis, la créativité et l'ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre un peu les apprenants et différentes cultures, j'imagine. Oui, il y a il y a des cultures qui sont très différentes dans leur façon d'apprendre. Un Chinois et un Brésilien n'auront pas du tout la même façon d'apprendre et le même rapport à la langue. Un Chinois aura une méthode beaucoup plus traditionnelle, centrée sur l'écrit, etc. Un Brésilien sera peut-être un peu plus apte à obtenir un cours exclusivement centré sur l'oral, ce que moi je fais personnellement des fois, surtout avec les débutants. C'est très intéressant de faire des cours uniquement à l'oral pour commencer. D'accord. Et ça peut en déstabiliser plus d'un. Donc culturellement, c'est intéressant de savoir quelles sont leurs méthodes d'apprentissage aussi pour s'adapter. Pour s'adapter, mais aussi s'adapter, non, pas forcément, dans la mesure où c'est à eux de s'adapter surtout à notre façon de faire. Ouais. Culturellement, l'intérêt est plutôt là. Mais on peut leur faire passer la pilule beaucoup plus facilement en connaissant leur façon de faire plutôt que de partir directement en disant non mais tu ranges ton dictionnaire électronique là, ton machin tu le vires, on fait tout à l'oral, hop, tu te tais. Enfin tu te tais pas, du coup tu parles. Et là ça frustre, ça fait peur et ils sont complètement déstabilisés. Ouais. Nous l'intérêt c'est vraiment au contraire de dire bon on y va en douceur, etc. Mais arriver à faire comprendre que nous, quand on fait du FLE, on n'est pas là pour faire de la traduction, on n'est pas là pour lire des textes de Zola, Baudelaire, etc. Surtout avec les débutants. Nous, on est là pour faire de la langue pratique. Donc vraiment, pratique. Il faut vraiment s'intéresser à la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et que quand ils se retrouvent dans une situation particulière, ils soient capables de l'assumer pleinement. Je vois, ouais, pour les préparer à ce qui vient après. Et comment vois-tu donc l'évolution de ce métier donc de FLE, de enseignant dans les années à venir En général, ouais, quelles peuvent être les choses qui vont changer dans la façon d'enseigner ou, les choses qui vont changer dans la façon d'enseigner,
Il faut dire que les choses n'évoluent pas forcément beaucoup, Mhm. dans la mesure où on n'a pas eu de grosses révolutions dans les méthodologies d'enseignement depuis l'arrivée du cadre européen, Mhm. etc. C'est vrai que là, c'est quelque chose qui a marqué les esprits avec les niveaux, etc. Mais le prof a un côté un peu débrouillard Mhm. qui n'avait pas forcément dans certaines méthodologies avant, où il était beaucoup plus encadré, etc. Donc, dans un sens, c'est un côté positif et négatif, puisque ça Mhm. met le prof a plus de liberté, Mhm. puisqu'il n'est pas emprisonné dans sa méthode, etc. Donc, il peut vraiment aller plus loin, faire ce qu'il a vraiment envie, etc. Mais il se retrouve un peu livré à lui-même aussi. Donc, ça a un peu ces deux côtés-là. Il faut arriver à jongler entre les deux et à trouver vraiment un moment à trouver l'endroit où on veut se placer, etc. Tout en restant efficace, bien sûr, parce que ça sert à rien de faire des cours si on n'est pas efficace. Et après, l'évolution du métier en soi, bah, d'un point de vue de la méthode d'enseignement, etc., je pense pas qu'il y ait grand-chose qui va vraiment changer. Ouais. Après, tout le monde parle du numérique, etc., ouais, enseignement numérique, machin, Ouais, de l'utilisation du digital dans la formation. Hum, hum. Oui, oui, l'utilisation de tout ce qui est genre les sites comme Duolingo, etc., tous les logiciels d'auto-apprentissage, etc., qui sont Mhm. vraiment disponibles. Moi, je pense, alors, c'est pas parce que je suis prof que je dis ça, mais, Mhm. mais je pense qu'il y a un moment où on est en tant que. On fait des choses que la machine ne peut pas faire. Oui, C'est-à-dire que les ordinateurs n'ont pas encore assez de capacité forcément en reconnaissance vocale, etc. Ou pour pouvoir gérer déjà des situations d'échange. mhm. Donc reconnaissance vocale, synthèse vocale, etc. Ou même si enfin, c'est très très compliqué d'avoir un ordinateur qui parle Mhm. de manière naturelle. Donc ça déjà pour la communication directe, c'est très très compliqué à mettre en place. Donc c'est toujours très artificiel, très centré sur l'écrit en plus sur ce genre de méthode-là, ce qui est un peu dommage. Donc il y a des exercices d'écoute, etc. Des exercices de grammaire, etc. Mais dès qu'il s'agit de faire des productions à l'oral, Mhm. là, les méthodes numériques, en fait, elles ne suivent pas. D'accord. Elles n'y arrivent pas à faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, il y a dans Rosetta Stone, je sais, on peut parler pour répéter des mots, etc. Mhm. C'est ce genre de truc, mais il y a aucun échange véritable, en fait. C'est D'accord. vraiment juste de la répétition pour voir si on prononce bien ou pas. Mhm. C'est assez approximatif, mais ça marche pas trop mal. C'est déjà un très bon point, mais en dehors de ça, c'est pas fantastique. Et donc, quand on est face à plusieurs apprenants, on peut les faire travailler ensemble, en groupe, etc. Mhm. Et le prof, il est là pour encadrer les activités. Et c'est quand même crucial d'avoir quelqu'un qui surveille D'accord. tout ça, etc. Donc, les gens peuvent apprendre d'eux-mêmes. J'ai appris de moi-même il y a quelques années de ça. J'avais commencé à apprendre le russe tout seul. Et c'est vrai que sans prof, on se retrouve un peu perdu. Si on est très très motivé comme je l'étais, Mhm. on arrive à un certain niveau, mais il y a un moment où on bloque. Mhm. Et je suis arrivé à un niveau presque A2, Mhm. mais je bloquais pas mal sur plein de points, je savais plus trop vers quoi me diriger, je n'avais pas de ressources fixes, je n'avais pas de manuel, etc. Donc Mhm. c'était assez compliqué de- de- d'aller plus loin, et D'accord. sans les interactions avec un prof ou quoi, on ne sait. Ben, il y a plein de questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. Parce que même les natifs ne connaissent pas forcément la langue qu'ils parlent. D'accord. Donc du coup, en fait, ce serait un peu pour la problématique du digital learning. Pour toi, ce serait un peu déjà la motivation, parce qu'il n'y a pas le rôle de l'enseignant qui t'aide à motiver, et le rôle de vraiment organiser une formation pas à pas, savoir que faire, ce C'est qu'il faut ça. apprendre après, C'est à ça, quel point. et surtout le prof, lui, il Mhm. sait, il connaît les erreurs de ses apprenants, il connaît leurs difficultés, Mhm. et donc il peut changer la méthode au dernier moment, en fait. Il peut changer son approche Mhm. pour pouvoir l'arranger. S'il y a un truc qui passe pas d'une façon, une explication, il peut la changer. Il peut la D'accord. changer une troisième fois, une quatrième fois, Mhm. jusqu'à ce que ça soit compris par tout le monde. Le prof, il a vraiment ce rôle-là, en fait. C'est que une méthode,
numérique ou quoi que ce soit ne peut pas faire ça. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va donner des explications, il va y avoir un cours, etc. Mais s'il y a un point qu'on ne comprend pas, on est vraiment perdu. Hmm. Et c'est assez compliqué de trouver une autre explication. Alors qu'il faut déjà chercher en dehors de la méthode généralement pour avoir un truc. Ouais. Et si on arrive à trouver cette information-là, est-ce qu'on la comprend? D'accord. C'est ça. Hmm. Donc vraiment. Et même si on demande du coup au natif, moi si je te demande pourquoi on dit je suis allé et j'ai mangé, pourquoi on n'utilise pas le même auxiliaire? C'est une question débile. C'est une très bonne question, mais en effet, c'est pas Mais quelque voilà, chose qui. Ouais. le natif n'a pas le recul nécessaire sur la langue. Donc, nous, on est formé pour ça, donc même des fois on nous pose des questions pièges, on ne sait pas forcément y répondre. Mais on fait tout de façon à pouvoir l'expliquer. Mais pour ton information, c'est tous les verbes de déplacement, monter, descendre, D'accord. etc. Aller, venir. Il y a une liste. C'est D'accord. exhaustif. Je vois. Je savais t'apprendre. Et pour ce qui est du digital learning en tant que un peu accompagnement, du coup, tu utiliserais un peu comme seulement un outil en fait pour aider le professeur. Alors, tout ce qui est méthode intégrale, etc., enfin tout ce qui s'est dit intégral, hein, entre guillemets, déjà on peut le mettre de côté. Mhm. Ensuite, par contre, il y a des outils qui sont bons pour le prof et qui peuvent lui servir. Euh, je pense à certaines applications, je n'en ai pas en tête, mais tous les outils qui permettent de créer des supports, etc. Mhm. Il y a de très bons sites qui permettent de faire des moves légers, par exemple, ce qui peut D'accord. vraiment aider, ça peut faire des exercices sympathiques, pardon, à utiliser en cours. Il y a tout ce qui est applications de quiz, etc. Il y en a plein qui sont différentes et qui sont assez chouettes à utiliser. Ouais. Ça donne un peu plus de dynamique de groupe, etc. Ça rajoute un côté, un défi, un côté un peu de Ludique. compétition et ludique en fait dans la salle de classe et ça peut réveiller un peu le groupe. Mhm. Ça peut être intéressant. Après, voilà, c'est ce genre d'outil plutôt que moi j'utilise et D'accord. qui vraiment marche plutôt pas mal. Ouais. Mais vraiment, après de là à utiliser des outils complets comme Rosetta Stone, Ouais. Duolingo, etc. Ça, niet, ça c'est clair. C'est non. D'accord. Par contre, ouais, l'utilisation numérique, oui. Après, il y a des trucs, c'est un peu gadget, quoi. Ouais. Le TBI, Mm. moi je pense que c'est un truc qui est un peu voué à l'échec, quoi. C'est, alors tout le monde en fait des caisses, etc. Mais bon, enfin, c'est juste un vidéoprojecteur avec. Amélioré. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un vidéoprojecteur amélioré. Moi, j'y vois pas de grand intérêt. C'est un peu D'accord. gadget, quoi. Mm. Et toi, en cours, du coup, tu serais amené à utiliser quel type d'outil digital si tu en utilises? Bah, j'utilise. Après, ça dépend des apprenants, mais bah, déjà, faire des cours en salle informatique, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est pas trop mal. Après, ça change la dynamique du groupe parce qu'ils sont pas installés de la même manière, etc. C'est un peu compliqué, mais on peut arriver à faire des choses intéressantes. Après, moi, j'ai utilisé des sites internet, par exemple de création de CV, Mhm. du passeport européen, je sais plus quoi, le passeport de compétences européen. D'accord. Tu pourras chercher. Mhm. Il y a un formulaire pour remplir un CV, donc c'est juste pré-rempli entre guillemets. Il y a toutes les catégories avec des champs à remplir. Ensuite, on peut imprimer le CV déjà tout fait. Mhm. Ça permet de gagner du temps et d'expliquer comment on fait un CV en français avec tout le vocabulaire nécessaire, etc. C'est plutôt pas mal. Après, je me suis servi de différents outils. Moi, j'aime bien utiliser donc les applis de quiz. Il y a Kahoot qui marche Mhm. vachement bien, qui est très simple à utiliser, qui est très agréable. Et, euh, et après, oui, après l'utilisation évidemment des ENT sur Moodle, etc. Mhm. Mais après, les gens n'ont pas conscience du potentiel que ça peut avoir. D'accord. Donc, parce que Moodle, c'est un truc monstrueux. Malheureusement, je suis pas formé pour, donc je Mhm. ne peux pas vraiment m'en servir comme il faut. Mais on peut faire des dépôts de documents, des évaluations en ligne, des trucs du turfu en fait. On peut faire Mhm. vraiment des trucs de fou avec ça. Et il y a plein de gens qui ne savent pas le maîtriser, c'est assez dommage. Mhm. Et je fais partie de ces gens-là et je trouve ça aussi dommage. Mais D'accord. après, il faut être dans une structure qui utilise Moodle. Voilà. Sinon, il y a Edmodo. Je sais pas si tu connais. Non. Edmodo, c'est un réseau social, D'accord. un peu à la Facebook, mais c'est exprès pour les situations en fait, d'apprentissage. D'accord. Donc, c'est des groupes pour des salles de classe, etc. Donc, on peut s'inscrire en tant que prof. Et
on peut ouvrir 2 salles de classe et les gens s'inscrivent en tant qu'apprenant, en tant qu'élève dessus en fait. Et sont automatiquement inscrits dans le groupe de cours qu'on a fait. Donc on peut partager des documents, ils Ah, peuvent c'est super. commenter, poser des questions, Mm. etc. S'entraider, c'est plutôt pas mal. D'accord. Bon, bah, d'accord, bah, super, bah, merci beaucoup en tout cas pour ton point de vue sur tous ces éléments. Et bah, merci encore. Bah de rien.